Martin Baudemer a consacré sa vie à sa collection de livres. Entre les années 1920 et 1970, il a en effet réussi à rassembler environ 150 000 pièces qui retracent 4 000 ans d'écrits de l'humanité. Jusqu'ici, c'est plutôt le collectionneur qu'on a valorisé, celui qui avait réussi à acquérir des pièces uniques, parfois très rares souvent, et qui avait réussi à les conserver de manière optimale durant près d'un demi-siècle. Ce qu'on essaye de faire à travers les 2 livres que publient les éditions Ithak, c'est de valoriser non pas seulement le collectionneur, mais le penseur, celui qui a donné à cette collection une cohésion et une cohérence unique parmi l'ensemble des bibliothèques privées mondiales. Il faut imaginer les livres comme un ouvrage. Et un ouvrage, ça peut être un ouvrage comme on a au cinéma, en couture, en littérature, dans les textes. C'est un ouvrage, c'est comme ça. Pour arriver à construire cet ouvrage, à fabriquer cet ouvrage, on passe par plusieurs étapes et avec l'aide de toute une équipe, des collaborateurs. Non, l'orthographe est parfaite. Non, il n'y a pas de problème. Les intertitres, ils sont bien, ils sont placés, oui. Tout est placé. Le travail sur les textes est un travail de fond parce que c'est un travail de signification, de style. Mais après, il y a un deuxième travail sur les textes qui est un travail de forme. Et ce travail de forme, il est quasi concret. C'est là où on va travailler sur les virgules, les points-virgules, les espaces, les marges optiques, les alignements à pied, les interlignages, l'interlettrage même, et l'impression, et quel type d'impression, offset, numérique, plomb, etc., etc. Le premier livre est une anthologie raisonnée, en quelque sorte, des écrits de Martin Baudemer sur la littérature mondiale qui permettent de voir le sens qu'il a essayé de donner à sa collection au fil des ans. Le deuxième ouvrage vise à réinscrire la pensée de Martin Baudemer dans l'horizon d'abord philosophique de ces années-là et d'essayer de comprendre ce que littérature et mondiale pouvait signifier pour Martin Baudemer. Le choix d'Ithak nous a paru assez naturel dans la mesure où c'est l'une des maisons d'édition, l'une des très rares maisons d'édition qui pratique ce qu'on pourrait appeler la haute couture éditoriale. Au départ, j'avais envie de faire des petits paquets de formes géométriques, relier des formes géométriques entre elles, comme si elles étaient prisonnières ou une sorte de réseau entre des formes simples, pour essayer d'avoir des formes qui donnaient quelque chose de globalement plus surprenant. Et ensuite, j'avais une autre voie que j'aimais bien, qui était pas loin du résultat final, qui n'était pas encore dans le moirage, mais qui était plutôt une forme souple, molle et avec une dynamique qui était créée par des rayures, qui n'était pas très loin du logo d'Ithak. À cette étape, on sait sur quel papier on est et avec quel type d'encre on imprime, quelle technique. Donc ça, c'est l'épreuve de la couverture. C'est du marquage à chaud, du noir mat sur du papier craft. Un papier qui est très rugueux, qui accroche les doigts.
qui est la couverture du livre, et par-dessus vient un papier qui a une main, c'est-à-dire une rigidité différente, plus léger, qui est du papier de couleur, qui est teinté dans la masse, et sur lequel on vient imprimer en Pantone, en 2 couleurs Pantone, dont un bleu réflexe et un Pantone métal. Et le Pantone métal, ce qui était intéressant avec le métal, c'est que suivant comment on l'incline et comment on le regarde, l'encre va être plus ou moins présente. Suivant l'éclairage, soit la forme qui est imprimée en métal va se faire complètement oublier, et on va voir qu'une seule forme, soit on l'incline un peu, et du coup, pour le coup, c'est le métal qui va prendre le dessus, et du coup, le moirage va se produire. Donc là, on a la surcouverture qui est finie, qui est marquée par un motif. C'est presque des réseaux sanguins, ou c'est presque, ça donne à voir un peu l'intérieur du papier, comme une peau qu'on enlève en fait. Je dirais qu'il y a un papier pour chacun. Le papier, c'est une rencontre. Et quand j'ai la chance que ça marche, la personne va adhérer à ce que je vais lui montrer. Il va choisir ce papier, il le choisira, mais constamment. C'est très sensuel, le papier. Hein. Donc ils vont me toucher, vont regarder la lumière, pas la lumière, le blanc, etc. Parce qu'il y a différents blancs. Lorsqu'ils ont leur papier, ils feront toujours leurs éditions sur ce papier. Voilà. Après, on les oriente, c'est sûr, hein, c'est obligé, parce qu'il y a des papiers qui se lisent mieux que d'autres. Et quand il y a l'harmonie entre le graphiste et son papier et l'impression, ben pour nous, c'est gagné, quoi. Voilà. C'est toujours le regard du créa qui nous fait avancer. Il intègre quand même la demande du client. Donc il sait parfaitement ce que la personne veut voir. Ensuite, il me la transmet pour que moi je puisse monter mon devis, etc. Et quand il vient en machine, logiquement, nous on a préparé nos encriers, on a choisi notre papier avec lui. Donc quand il arrive, eh bien, il dit « Ah, ça, je voudrais un peu plus de cette couleur. Ah, ça, et voilà. » Et là, il va optimiser encore, lui, son impression. Par exemple, quand on a tiré notre surcouverture, notre jaquette, on aurait pu mettre moins d'argent, pourquoi pas. Rien ne nous l'interdisait, c'était sympathique. Sauf que lui, non, il veut plus d'argent. Donc il va monter les couleurs. Alors, il va monter pour autant que techniquement, nous, on puisse répondre. Parce qu'il ne faut pas non plus... Parce que derrière, il y a tout un enchaînement de corps de métier, notamment. Imaginons qu'on monte de folie, on ne peut pas couper. Parce que ça macule. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Ça, c'est le conducteur qui maîtrise bien son sujet, qui va bloquer. À un moment donné, il va dire non, là, je ne peux pas aller plus loin. C'est un format 70-102. Je le reçois sur palette, je le débite au massicot, je prépare le travail qui part après dans les machines pour le pliage. Ensuite, on assemble le bouquin et ensuite, il passe à la couture et après au collage. Et il revient vers moi pour le terminer et il sera coupé les 3 faces. C'est la finition du travail d'imprimerie. Voilà, on est à la dernière étape. Donc c'est notre travail qui donne naissance à un livre. Tant qu'il n'est pas passé par nos mains, on ne voit pas que c'est un livre.
Alors de Patrick, j'avais peu d'éléments, ce qui était plutôt bien. Et là, j'avais donc des mesures, j'avais l'idée en effet que ce soit quelque chose, un étui, coffret, qui soit un peu précieux, et surtout qui fasse qu'on... Enfin, moi je l'ai traduit comme ça, qu'on prenne le temps de l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est surprenante celle-là, c'est bien. Ouais. C'était l'idée de mettre un peu de pop-up, voir si ça pouvait marcher. En fait, c'est aussi quelque chose qui peut se poser, c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment comme un présentoir en fait. Alors moi, mes préférés, c'est celle-ci avec le pliage au milieu. Il y a un truc moi qui me plaît aussi parce qu'il y a justement cette espèce de surprise dans un sens, dans l'autre. Et pour moi, c'est vraiment un objet. En fait, ça devient un objet. Puis c'est une traduction de l'illustration. Voilà, il y a un élément que tu mets à ta sauce. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi parce qu'elle est justement très volubile, en fait, comme ça. Je trouve qu'elle est à la fois simple et en même temps, il y a une espèce de gymnastique aussi. Et j'aime bien, en effet, toutes ces ouvertures. Ça, celle-là, bon, c'était une version presque trop simple. Après, ça, qui est une espèce de déshabillage, en fait, un effeuillage il faudrait voir la longueur. Moi, là, en maquette, je peux partir sur 1, 2, 3. Parce que ça, elle va nous dire direct ses contraintes et elle va dire oh là là, oh là là. Bon, de toute façon, elle va dire oh là là, mais. Ça, oui, ils disent oh là là, et puis après. Et après, c'est clair. Avec les images de Patrick Lindsay, ça fait un passage. Ça exprime un petit peu de ce que moi j'ai compris du projet éditorial de Jérôme David et du Bois de Merlade. Ça veut dire d'être toujours dans cette transition, d'être dans cette position transitionnelle entre la grande bibliothèque pleine de livres universels, etc., et la grande numérisation de toute cette littérature, la mise en ligne, de tout ça. L'ambition du Baudemer Lab est de numériser une partie significative de la collection Baudemer et de la mettre en ligne en libre accès. Nous aimerions en effet, non pas préserver le patrimoine, puisque rien ne vaut les livres pour la conservation des documents, mais plutôt favoriser un retour à la matérialité des textes et donc permettre aux internautes de plonger dans l'histoire matérielle de la culture et de voir comment l'humanité a essayé de transmettre, de conserver les croyances et les savoirs qui lui tenaient le plus à cœur.